grandir, il faut se voir grand. Je pense qu'un marketeur sans budget n'est pas forcément un marketeur qui a les moyens de faire la différence. On mesure l'impact marketing sur le pipeline et sur le revenu. Quand on essaye des choses, on fait des erreurs. On laisse beaucoup de budget et donc de liberté d'exécution à nos pays. La routine, c'est critique. Hello les marketeurs ambitieux, moi c'est Juliette Hervé et je suis ravie de vous recevoir dans cette série Le système marketing des licornes. On va analyser avec les CMO et les VP marketing de start-up et de licornes françaises comment ils en sont arrivés là, quelles ont été les raisons de leur succès, les difficultés qu'ils ont pu rencontrer et comment ils ont construit un système marketing qui leur a permis de scaler leur activité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir pour ce tout premier épisode Carole Offredo, qui est la CMO de Dataiku depuis 2016. Carole, bienvenue. Bonjour Juliette. Merci d'être là, de me faire confiance pour ce premier épisode. Grosse pression. Grosse pression, mais prête Génial. À t'accompagner dans ce premier épisode. Merci beaucoup à toi. On va voir 4 grandes thématiques aujourd'hui. Et le système marketing, c'est ça. On va voir budget, stratégie, équipe et organisation dans ton quotidien pour voir un petit peu comment tu as réussi à accompagner l'entreprise aujourd'hui jusqu'à ce niveau-là. Et puis, pour le fun fact, on s'est déjà croisés en 2021 au CMO Day. On était toutes les deux sur scène. Moi, à l'époque, j'étais chez Spendesk, une autre licorne. Et on avait discuté comme ça de tous nos systèmes un peu marketing déjà à l'époque. Et donc, aujourd'hui, on va en reparler. Est-ce que tu peux nous réexpliquer rapidement Dataiku, qu'est-ce que vous faites? Rappeler aussi vos personas pour qu'on ait vraiment tout le contexte. Donc, Dataiku, c'est un éditeur de logiciels, en fait, qui fournit ce qu'on appelle en fait une plateforme d'IA universelle qui permet en fait aux entreprises de construire leurs propres agents, leurs propres use case IA en interne, avec des forces ou en tout cas des spécificités autour de la collaboration entre les différents utilisateurs, la gouvernance et le contrôle, le end-to-end, c'est-à-dire qu'en fait, on a vraiment des objets qui vont du début de la création jusqu'à la mise en production. Et nos personas et nos bailleurs, effectivement, sont principalement des grands groupes dans le monde, puisqu'en fait, on est une entreprise internationale qui fait 40% de son chiffre d'affaires en Europe, 40% de son chiffre d'affaires aux États-Unis et aussi en Asie où on est en train d'accélérer. Et on parle à beaucoup de bailleurs. C'est ça l'intérêt des ventes de technologies d'innovation, c'est-à-dire qu'on parle à plein de gens dans le marketing. On parle à des décideurs de type Head of Analytics, de type Head of Data Science, de type Head of AI, CDO, etc., mais aussi aux utilisateurs, aux architectes et aussi aux métiers, puisque c'est toute la force de la plateforme, c'est de reconnecter en fait les métiers à l'IA dans leur day-to-day. C'est génial. Et finalement, vous étiez assez novateur quand vous avez lancé Dataiku. On n'en parlait pas beaucoup de l'IA. Non, on ne parlait pas beaucoup d'IA. On parlait de data science, qui était le métier du prochain siècle. Donc oui, effectivement, on était novateur. C'est l'intérêt. En fait, moi, c'est ce que j'adore dans le marketing B2B sur ce type de technologie, c'est qu'on invente quelque chose, on fait des propositions de valeur et puis on les voit se mettre en place, on les voit se concrétiser, se réaliser. Et puis le marché bouge. Très très vite et donc avec ce nouveau mouvement avec l'IA générative, en fait on est dans une seconde phase d'accélération qui est magique et qui est fascinante. Oui, tu parlais de marché qui bouge vite et vous êtes à l'international aussi, vous êtes dans combien de pays? Oh là, on est dans plus de 25 pays. En fait, on est présent aux États-Unis, on est présent dans toute l'Europe, on est présent en Asie. Donc oui, on est effectivement plutôt une boîte qui est construite sur une base internationale. Et ça depuis le début, ce qui a été une vraie force pour nous, c'est-à-dire qu'on n'a jamais considéré que le marché français était notre marché de référence. On a toujours construit autour d'une population de gens qui avaient un besoin et qui par construction, en fait, était internationale. Ok, génial. Et toi, donc, tu es la Chief Marketing Officer depuis 2016, on l'a dit. C'est quoi un petit peu ton parcours? Est-ce que tu peux... Alors, je suis Chief Marketing Officer, ce qui est un grand nom, puisque quand on a démarré, on était moins de 100, donc on était plutôt des marketeurs en day-to-day. Et moi, j'ai un parcours, je ne sais pas si c'est classique, mais j'ai toujours vécu dans la tech. Okay. Donc, j'ai démarré ma carrière, en fait, plutôt dans une boîte qui s'appelait Exalid, qui faisait des moteurs de recherche. Donc, j'étais déjà dans la data, on était déjà dans un peu d'IA, de modélisation, etc. Et moi, j'étais fascinée par ça.
Ensuite, j'ai fait un saut dans un très grand groupe qui était Dassault Systèmes, Ok. sur des logiques effectivement industrielles où j'ai découvert l'international, Mhm. à- pour de vrai, avec des très très gros clients. Et puis en 2016, effectivement, j'ai rejoint Dataiku, qui était une petite boîte, mais avec lequel j'avais une connexion particulière puisque je connaissais les fondateurs de ma vie d'avant. Et je savais qu'ils étaient incroyables et que c'était potentiellement les meilleurs pour aller craquer ce petit problème. Et donc, je me suis lancée avec eux. Et depuis 2016, ce qui fait beaucoup pour une CMO. Donc, c'est là que je prends un énorme coup de vieux. Mais en tout cas, depuis 2016, effectivement, j'accompagne cette boîte dans ce qu'on appelle une hypercroissance, Mhm. avec effectivement, dans les débuts, des triplements de revenus, des doublements de revenus. Et puis maintenant, on est effectivement sur une phase où on est sur des croissances à 30, 20, 30%, 40% pour continuer en fait à, à gagner des parts de marché ou en tout cas à continuer de pousser ce qu'on pense être une solution au sujet de l'IA qui est le grand sujet des 20 ou 30 prochaines années dans le Mhm. monde. Ok. Et justement, est-ce que tu peux nous, comme tu es là depuis le début de Ouais. Dataiku, tu peux m'expliquer un petit peu, ça a été quoi les grandes étapes, justement, l'hypercroissance, je l'ai connu aussi, c'était quoi pour vous? Ça ressemblait à quoi? C'est aux différents niveaux d'avancement, start-up, scale-up, licorne. Comment le marketing a évolué? Alors, je pense que c'est d'abord l'acceptation que pour grandir, il faut se voir grand. Et donc, je pense que dès le départ, et parce que mon CEO a toujours été très attaché en fait à ce sujet, on a pensé le marketing comme un vrai vecteur d'exposition de quelque chose qui avait de la valeur, de quelque chose qui allait changer les choses. Donc, ça veut dire que très vite, on a été sur de la création de contenu autour de l'accompagnement, de la création d'activités qui étaient au tout départ presque effrayantes tellement elles étaient grosses, mais avec une vraie volonté d'aller les chercher et de les rendre euh, pertinentes, impactantes, pour nous donner en fait en tant que marque une espèce de posture qui était une posture d'accompagnement des entreprises avec lesquelles on était. Et donc je pense que ça a été tout ça au début, c'est-à-dire toujours aller chercher quelque chose d'un peu différent, quelque chose où on portait le produit, mais surtout on portait une vision, parce qu'effectivement dans ces marchés, en fait, tout le monde fait son chemin ensemble. Et donc il fallait qu'on soit des partenaires en fait dans ce chemin, et pas forcément uniquement des vendeurs de solutions. Je suis ravie que tu parles de vision parce que c'est ce que je commence à quand même bien identifier dans les licornes et dans les startups qui réussissent le plus. C'est le fait que le marketing, la personne en charge du marketing va avoir cette vision-là et c'est ça qui drive vraiment toute l'équipe et toute la boîte. Et on a tendance à oublier que le marketing est un énorme moteur finalement de la croissance et c'est génial de voir que Dataiku l'a tout de suite compris et mis en pratique. Donc, Oui, alors c'est facile de le dire a posteriori, mais effectivement, je pense que dans des structures de ce type-là, le marketing, c'est une espèce d'incarnation et c'est un cadencement. C'est-à-dire que les choses vont tellement vite qu'on a ce rôle en fait de formaliser, d'installer, d'éduquer aussi bien nos salariés que nos acheteurs, que nos bailleurs, que nos utilisateurs, mais on doit aussi euh, cadencer l'exécution. Je trouve que le marketing dans ce type de boîte, dans lequel moi j'ai vécu un tout petit peu, c'est vraiment des objets de type engin, enfin de type engine, c'est-à-dire que ça crée des moments et donc ça force un alignement. C'est aussi un bon moyen de mettre les gens ensemble à des moments dans ces boîtes où finalement on fait tellement de choses à droite à gauche qu'à un moment, ces moments-là sont une espèce d'incarnation de la boîte, de ce qu'on est, de ce qu'on a envie de pousser. Et je pense que c'est comme ça qu'on l'a construit, mais avec effectivement quelque chose d'assez important pour moi, c'était que j'étais supportée et que c'était une vision du marketing dans la structure qui était complètement comprise et qui était promue par tous les gens avec lesquels je travaillais. c'est génial. C'est super d'avoir pu avoir cette opportunité-là. Ce que je te propose, c'est qu'on aborde maintenant le premier pilier, le pilier budget. Est-ce que tu peux nous donner déjà une fourchette du budget moyen annuel de Dataiku? Alors,
Je ne sais pas si je peux. On bipera si Mais, tu dis le montant et non, que non, tu me mais dis, on est effectivement sur des budgets alors internationaux, hein, Mmh. qui peuvent paraître, importants, mais de plusieurs dizaines de milliers d'euros de millions d'euros, OK, de dollars. On va dire dollars, comme ça. OK, Peut-être que les gens feront pas la conversion, mais oui, on est sur ce volume-là, d'accord. qui est réparti, en fait, de manière assez classique avec, une partie du budget qui est, ce que j'appelle moi en centrale, c'est-à-dire avec toutes les équipes qui sont en support, et puis beaucoup de budget d'exécution, Mmh. et de connexion avec, les bailleurs sur le terrain. Heu, voilà, c'est à peu près comme ça que ça s'organise. OK. Et du coup, une question qui revient assez souvent, moi j'ai un avis là-dessus, mais il y en a d'autres. Toi, c'est quoi ta vision? Est-ce que tu mets le salaire, dans ton budget market? Le Oui, salaire oui, de ton enfin, équipe? voilà, après, comme je t'ai dit Ouais. plusieurs, Oui, oui. oui, oui, oui. Oui, OK. oui, ça fait partie des. En fait, c'est des vraies conversations, même d'organisation, de Mmh. structure de coûts qui font partie, des sujets que moi je me pose, au sens où je pense qu'un marketeur sans budget, c'est pas forcément un marketeur qui a les moyens de faire la différence. Et Mmh. donc, je garde toujours en tête un ratio qui est de se forcer à avoir pour chaque marketeur une enveloppe budgétaire d'exécution, nécessaire. Alors à l'échelle de mon équipe maintenant qui est plutôt grosse, Mmh. mais ça fait effectivement partie des sujets et des conversations. De ne pas avoir des gens juste pour avoir des gens, mais avoir des gens qui ont des moyens de transformer et qui sont là pour incarner une exécution et un métier marketing, et pas forcément ce qu'on a envie de Mmh. leur faire incarner. Ouais, je vois. Et aujourd'hui, avec ton budget, j'imagine, assez conséquent, Oui, dont on a oui, oui. parlé, heu, ton marketing, il est rentable aujourd'hui? Ton retour sur investissement, il est satisfaisant? Oui, oui, alors c'est pareil, ça fait partie des choses qu'on met en place très, très vite, mais moi, je crois beaucoup à la traçabilité de l'investissement. Donc, dès que je suis rentrée, ça faisait partie des choses qui m'intéressaient Mmh. d'investir. Donc, oui, oui, on travaille, notamment sur, ce qui est peut-être un peu has-been, mais moi, j'aime beaucoup ça, notamment dans nos structures où la croissance est importante, mais en fait, on mesure, l'impact marketing sur le pipeline et sur le revenu, Génial. en first touch. Mmh. Parce qu'effectivement, ce premier moment, de connexion, il est critique. Et puis après, on mesure, maintenant de plus en plus l'impact du marketing sur l'intégralité du sales funnel. Mmh. Mais moi, je suis très attachée à cet indicateur. Et je pense que ça dépend des boîtes. Mais en tout cas, pour nous, c'était important de garder cette espèce de ce caractère, d'attaque, Mmh. du marketing. Il faut qu'on ait un marketing qui aille chercher des nouvelles personnes, qui aille créer des nouvelles émotions, qui aille générer des nouveaux besoins. Et on met beaucoup autour de ça. C'est génial aussi, ouais. C'est vrai que je me rends compte aussi au fur et à mesure en discutant, autour de moi et quand j'étais chez Spendesk, c'était un peu la même chose. C'est le fait de regarder les données, le retour sur investissement sur l'ensemble du funnel. C'est ça qui fait, définitivement, la différence. Aujourd'hui, ton budget, du coup, est-ce que tu peux me partager, ça représente combien à peu près de pourcentage de ton CA total? On est, entre 10 et 15 en fait, OK. ce qui est assez Ouais. classique. Mais il faut comprendre que le chemin de la boîte est un chemin où, quand on a démarré, il était plus important. OK. En fait, tout le principe des boîtes comme les nôtres, c'est, d'investir pour créer, une base de clients et puis ensuite de rentrer dans un chemin, d'optimisation et de rationalisation. Mmh. Donc, oui, on est dans ces eaux-là. OK. Et donc, en termes de nouveaux business, le marketing, il génère, combien du business à peu près? Alors, il doit gêner, je sais pas, on doit être entre 30, OK. 50% du net new, mais effectivement, je sais, enfin, vu qu'on fait plein d'autres trucs, Mmh. mais que j'avais besoin d'avoir un ancrage très fort sur ce net new, Oui. voilà. Mais donc oui, il est rentable. Ouais, génial. Il est rentable et c'est une porte ouverte, c'est une porte d'entrée. OK. Et du coup, tu saurais me dire depuis, parce que Dataiku du coup existe depuis 2013, tu saurais dire quel a été un peu le switch, ça fait combien de temps, où ça a été le marketing a été rentable, au bout de Ah, combien de temps? alors c'est compliqué. Je sais pas si j'ai cette réponse-là. Je OK. pense que en fait, il y a la rentabilité de l'entreprise en tant Mmh. que soi, et puis il y a la rentabilité du marketing. Donc Ouais. je pense que, assez vite, sachant que on était finalement cette porte d'ouverture, le net new était relié. Mmh.
Je ne sais pas si je peux te donner une date Ok. réelle, Non, mais ça ne correspond pas à un avant ou un après, ça correspond plutôt à un vrai mouvement qui a toujours ouais. été engagé sur le Ok. sujet. Ok, génial. Et une dernière question que je voulais te poser sur le budget avant qu'on passe à la partie suivante, c'était est-ce qu'il y a une erreur que tu as pu faire dans ton expérience de CMO, une erreur de budget que tu as pu faire, un levier que vous avez activé qui a été un peu jeté l'argent par les fenêtres? Est-ce qu'il y a une erreur comme ça? Qu'est-ce que tu aurais pu faire pour l'éviter? Bah, alors, quand on essaye des choses, on fait des erreurs. Donc, il y a des projets sur lesquels on a beaucoup investi sur la partie création de contenu et pas assez sur la partie display. Il y a des projets sur lesquels on n'a pas assez investi sur le contenu et trop sur le display. Donc, en fait, on essaye toujours de trouver le bon équilibre. Et puis, c'est un vrai sujet. Et puis, c'est-à-dire que il y a la rentabilité au sens le net new revenu. Et puis, il y a aussi l'utilisation du marketing comme un marqueur de différenciation. Et donc, il y a aussi des projets qu'on a conçus et qu'on a créés parce qu'ils étaient porteurs de quelque chose de différent sur notre marché et qui finalement ont eu un impact plutôt sur l'adhésion des gens à ce qu'on était en train de faire, plus que sur le revenu en lui-même. Et donc, il y a 5 ans, on a monté un documentaire sur la data science. On continue à faire on a monté un History of Data Science. Tout ça, c'est des objets qui sont des objets de représentation de la marque, de ce qu'elle est, de ce qu'elle a envie de promouvoir, plus que des objets de rentabilité réelle. Et ça a un sens pour nous parce que, encore une fois, on est plutôt sur des très grands comptes avec beaucoup de personas qui sont impliqués dans nos cycles de vente. Et donc, mesurer l'efficacité du marketing uniquement sur ce premier moment d'exposition, c'est assez réducteur. Et je pense qu'il y a des différences, en fait, dans les types de logiciels et les types de ventes. Nous, on a une vente longue sur 6, 9 mois, avec 20, 30, 40 personnes, voire 100, 150, 2000 touches, 4000 touches qui font partie de ce moment d'exposition à la marque. Donc, on a aussi des objets qui finalement étaient peu rentables au sens que tu le demandes, parce qu'en fait, ils étaient pas générants directement, mais par contre, on pense qu'ils étaient hyper importants dans la manière d'exposer la marque et dans la manière de monter qu'on était en fait des acteurs qui avaient une proposition de valeur qui était particulière. D'accord. Ok, hyper intéressant. Mais en effet, c'est vrai que c'est toujours compliqué entre travailler ta visibilité avec, ou quand on pense parfois aux grandes affiches dans le métro, etc. Ça, c'est des budgets monstrueux. Et il faut être très smart pour réussir à Et on suivre l'a les fait. résultats. On a fait des très grosses campagnes, notamment aux États-Unis, où effectivement, on a eu besoin d'incarner à un moment le fait qu'on était important, qu'on avait envie d'être là, qu'on avait une proposition de valeur qui était différente. Et effectivement, avec des objets qui sont moins liés finalement à la génération de pipeline, mais plus liés à la création d'une awareness à l'américaine qui permet en fait de faire partie des gens qui comptent sur un marché donné. C'est vrai que ça, c'est tout un autre sujet, mais je pense qu'il y a plein d'autres podcasts de branding qui vous parleront bien plus en détail de ça. Pour continuer à parler de ROI, est-ce que aujourd'hui tu peux nous partager quel est ton levier le plus héroïste dans ta stratégie? Le levier le plus héroïste, ça, je pense qu'aujourd'hui, j'ai de l'événementiel qui est important dans nos sujets, mais encore une fois, c'est particulier parce qu'en fait, on est dans des moments où il faut être avec les gens pour les accompagner et en fait, ils se nourrissent entre eux et ils se nourrissent de ce qu'on leur apporte. Et puis, non, et puis du digital, bien entendu, enfin, comme tout le monde. Mais c'est assez équilibré. Moi, dans ma vision de ce qu'on est en train d'essayer de faire, j'ai 3 gros piliers d'engagement. J'ai ce qu'on appelle les stories, c'est-à-dire le contenu. Qu'est-ce qu'on raconte? Comment est-ce qu'on le raconte? C'est quoi les campagnes? Quelles sont les familles de campagnes? Combien on en fait? Qu'est-ce qu'on met en digital pour le supporter? J'ai ce qu'on appelle les expériences. C'est-à-dire que c'est tous les moments où en fait on crée de la connexion directe avec nos utilisateurs, que ce soit sur des événements qui sont digitaux ou sur des événements qui sont réels et qui sont aussi bien sur du
du vraiment très early stage que sur de l'accompagnement sur des cycles de vente relativement longs, et puis qui sont dédiés à différents types de personas, donc avec une offre qui est assez complexe ou sophistiquée. Et puis ce que j'appelle les voix, les voices, c'est-à-dire qu'à un moment, sur nos marchés, il faut qu'on soit porteur d'une expertise. Et en fait, pour montrer cette expertise, il faut lui donner du jus et de l'exposition. Donc c'est mes CEO, mes subject matter experts. Et donc tout mon système, en fait, c'est de bouger autour de ces 3 piliers et de trouver la meilleure balance possible, avec en support, bien entendu, du digital à peu près partout, du partner marketing à peu près partout. Et puis, avec un autre truc auquel je suis assez attachée, mais qui est la question d'optimisation. En fait, on est sur des marchés où il y a beaucoup d'argent et beaucoup de compétiteurs. Et donc, on n'a pas d'autre choix que d'être différent. Parce que sinon, en fait, on n'est pas assez gros. D'être intentionnel, c'est-à-dire de se forcer quand on fait quelque chose à savoir ce qu'on va en attendre pour éviter les random act of marketing ou tous ces objets où finalement on se retrouve pas forcément. Et puis mon troisième sujet, c'est bien, pour revenir à la question de budget, c'est l'optimisation. C'est-à-dire qu'on doit penser toute forme d'engagement autour de comment est-ce que je le fais, comment est-ce que je le réplique. Moi, je travaille sur beaucoup de régions en même temps. Si j'ai pas au cœur de mon exécution la volonté de répliquer, de reposter, de réutiliser à tous les endroits, et ben en fait, je me perds. Et je suis moins efficace et je suis moins forte en tant que marque. Oui. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, comment ça s'est passé comment aujourd'hui tu gères justement tous les marchés comment ta stratégie J'imagine que c'est pas du copier-coller partout. Non, c'est pas du copier-coller partout. Ouais. Enfin, j'espère, parce que je n'ai pas été regardée partout. Mais alors c'est pareil, on a tous des beliefs, en tout cas des choses qui sont importantes pour nous. Moi, je crois que ce qui se passe dans les régions, ce que j'appelle une région, c'est-à-dire que ce qui se passe au niveau d'un pays, c'est important. C'est-à-dire que c'est difficile de penser un marketing depuis une espèce de tour d'ivoire qui pense ce qui doit se passer, etc. Alors, bon, il y a des gens qui vont toujours se plaindre que c'est pas assez mais en fait, on laisse beaucoup de budget et donc de liberté d'exécution à nos pays dans le choix des campagnes, dans le choix des activités qui vont engager. Okay. Mais par contre, j'essaye au maximum d'avoir une structure centrale qui crée suffisamment d'objets marketing que je peux réutiliser ou qui peuvent s'adapter pour que justement l'effort local soit limité. Ok, hyper intéressant. C'est vrai que le sujet international, il est... Je pense que pour le coup, chaque licorne aura un peu sa vision du truc. Il y a des grandes pratiques qui fonctionnent à peu près, mais c'est vrai que typiquement, quand j'étais dans une licorne, on avait une vision assez différente aussi sur ce sujet-là. Donc, je trouve ça intéressant de pouvoir avoir... Après, encore une fois, hein, l'entreprise Dataiku a été construite par principe plutôt ancrée sur un persona, ou en tout cas sur un acheteur et un utilisateur qui finalement n'avaient pas forcément de spécificité locale. Donc, c'est facile de le dire maintenant. C'est plus difficile. Je pense que ça aurait pu être beaucoup plus difficile dans d'autres structures de marché, dans d'autres types de vente de services. Oui. Mais pour nous, c'était finalement salvateur parce que ça nous a permis d'accélérer très très vite. Alors, et avec avec l'anglais comme langue de référence, avec effectivement plutôt... pas d'excitation à de la localisation pour de la localisation, donc d'aller chercher de la localisation quand elle a du sens, donc sur certaines régions, quand elle est vraiment pertinente, mais pas juste par principe, parce que je sais qu'il y a beaucoup de marketeurs qui passent leur temps à savoir comment est-ce qu'ils vont traduire, retraduire, quelle page du site web, quel email, quel événement. Finalement, pour nous, ça s'est passé de manière plutôt saine, Okay. Ou en tout cas plutôt raisonnée. Oui. Et donc, dès le début, tout en anglais, quoi. Dès le début, tout en anglais. Ok, génial. Mais je pense que ça, c'est définitivement une bonne pratique aussi. C'était la bonne pratique pour nous. Pour vous, mais même je pense qu'au global, si tu as tout de suite une volonté, alors sauf si tu es une boîte locale. Oui, c'est ça.
Mais sur le SaaS, c'est quand Sur le même... SaaS, sur des marchés qui pour nous étaient importants aux États-Unis dès le départ, oui, enfin, voilà, moi je suis assez contente qu'on ait eu ce parcours-là et Ok. qu'on se pose la localisation à un moment où, ce qui est maintenant, presque au bout de 7-8 ans, Mm. où finalement on pense qu'elle fait la différence, mais finalement dans l'engagement physique, donc dans les événements, dans certaines activités qui sont locales, dans la traduction et la localisation d'objets qui sont critiques pour l'entreprise, mais pas dans une logique de il faut tout traduire pour tout traduire. Parce que dans ces cas-là, on a des marketeurs qui font que ça, ou des structures de coûts qui sont très impactées en Oui. fait, par la localisation, par l'effort de localisation, même s'il y a de la generative AI associée. Est-ce que sur ce pilier-là aussi, il y a une erreur que vous avez faite, une voie que vous avez suivie à un moment qui finalement n'a pas porté ses fruits et que vous avez abandonné? Sur le pilier de Sur la stratégie. Sur la stratégie, alors non, parce on continue à grossir, on continue à grandir. Je pense que les objets je crois pas, parce qu'en fait, on est allé chercher des gens qui pensaient le logiciel et l'offre en fonction de ce qu'elle allait leur apporter vraiment. Je pense que les objets d'expansion, en fait, on les fait. On ouvre des nouveaux personas, on ouvre un peu plus d'IT, un peu plus d'architectes, un peu plus de métiers, un peu plus de marketing. Mais finalement, notre cœur, c'était notre cœur d'adoption. Ok. Donc, je te dirais ça peut-être dans notre phase d'après, puisque là, on va rentrer dans des logiques de renforcement ou d'enrichissement de nos personas d'engagement. Mais pour le moment, je pense pas qu'on ait fait de grosses erreurs sur ce sujet-là. Ok, génial. Ouais, vous avez un peu testé et en fait, Oui, on a c'est quoi? testé. Vous avez rapidement testé des choses Oui. et rapidement, en fait, comme tu avais ce mindset de toute façon très data, j'imagine que Oui, très on a regardé les rapidement- conversions, on a regardé C'est ça. notre capacité. Et là, c'est pas que le marketing, c'est-à-dire que c'est quand on change ou quand on fait des changements de persona, c'est pas que le marketing qui fait la différence, c'est l'intégralité de l'accompagnement commercial. Oui. Et donc, en fait, on se rendait compte qu'on avait des conversions qui étaient moindres, qu'on avait Et donc, en fait, quand on n'est pas prêt, on repart un peu en arrière. Ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas une awareness plus globale, hein, parce qu'en fait, on vend un objet qui est autour de la démocratisation de l'IA. Donc, ça veut dire qu'on a des utilisateurs qui ne sont pas des gens de la data en day-to-day, mais c'est des gens qui finalement, même s'ils ne sont pas des IA ou des data scientists, en fait, ils manipulent de la donnée tous les jours. Oui. Et donc, ce travail-là, pour que finalement, il y ait une projection qui soit possible, on le fait. Mais est-ce que c'est des objets ou des campagnes sur lesquelles on attend un return on investment complètement instantané? Pas forcément, mais est-ce que c'est une volonté de l'entreprise d'investir, finalement, encore une fois, pour être dans une logique de transformation? Oui, je pense que ça a toujours fait partie des choses auxquelles on croyait. Oui, et tu as toujours eu du coup cette balance justement équilibrée entre on mène des actions là tout de suite pour amener du lead aux commerciaux versus on pense quand même aussi à cette vision dont tu parlais. Oui, ce qui n'est pas toujours compris par les commerciaux tout le temps, mais ça fait partie du jeu et moi, j'ai aucun problème avec. Mais effectivement, il y a toujours un arbitrage entre porter quelque chose qui finalement ne va pas forcément générer tout de suite, mais je pense aussi avec une maturité on va dire des vendeurs, des commerciaux, d'une équipe go-to-market qui est quand même assez sensible. C'est-à-dire qu'on achète tous un peu différemment et le digital et le temps passé, c'est un temps que finalement tout le monde comprend. Ça ne veut pas dire que c'est très agréable, mais ça veut dire qu'il n'y a pas de magie, tout simplement. Très bien. Justement, on a pas mal évoqué l'équipe déjà un petit peu. Je te propose qu'on passe au pilier pour parler de l'équipe. Ouais. Aujourd'hui, ton équipe marketing, déjà, c'est combien de personnes ? Alors, dans le monde, on est entre 50 et 55, quelque chose comme ça. Donc oui, c'est des grosses équipes. Et donc, elles s'organisent avec une structure qui est une structure centrale. Donc, tout ce qui va être contenu, PMM,
partner marketing, tout ce qui va être site web, opération, donc tout ce qui va être le design, enfin tout ça, c'est des choses qui sont à disposition. Et puis on a beaucoup de gens dans les régions, des régions, c'est à l'américaine, donc ça fait. Mais on a beaucoup de gens dans les pays, en fait. Donc on a des gens au Japon, on a des gens en Australie, on a des gens aux États-Unis qui sont dispersés tout autour des États-Unis, on a des gens à Londres, on a des gens en Allemagne. Donc on a aussi une partie de notre équipe et de ce volume qui est lié à l'internationalisation. Le gros de l'équipe marketing, c'est finalement une équipe qui est ancrée dans l'effort go-to-market local. Génial. OK. Et est-ce que toi, quand tu parles d'équipe, tu mets uniquement les profils internes ou est-ce que tu as aussi, j'imagine, quand même pas mal de prestats externes aussi? Oui, on a des prestataires. Alors là, quand je parle de mon équipe, je parle bien de gens qui sont Dataiku, donc qui sont des data hackers. Mais effectivement, on bosse avec des agences à peu près partout. Moi, je crois beaucoup aux agences. Alors, sur différents types de sujets, à différents moments, mais on a des partenaires de référence, de préférence même, des partenaires historiques sur plein de sujets, sur le sujet événementiel, sur le sujet digital, avec lequel on a une agence mondiale. Donc oui, enfin, l'écosystème est plus étendu que ce chiffre-là. OK. Je ne saurais pas le valoriser, mais beaucoup, en fait. Évidemment. Et du coup, je rebondis sur ce que tu disais sur les régions, les pays. Ça a été quoi un peu ton plan justement pour quand vous lanciez, on va dire, des nouveaux marchés? Est-ce que tu recrutes quelqu'un sur place? Est-ce que tu commences avec des prestats externes justement? Comment c'est... Alors moi, j'ai plutôt tendance à recruter, mais je ne sais pas si c'est le bon choix, mais parce qu'en fait, j'avais besoin d'avoir un élément marketing dans la structure de go-to-market locale. OK. Et donc, oui, c'est souvent une personne, parce qu'en fait, c'est pas la peine non plus d'avoir beaucoup. Et donc, j'attends en fait de mes marketeurs locaux de construire effectivement leur écosystème d'agence, justement pour étendre leur capacité à exécuter. Et puis après, c'est de l'investissement. Quand on ouvre un pays, il faut se dire qu'il faut y aller. Donc, en fait, on surinvestit en fait, à des moments d'ouverture de marché, avec effectivement la volonté d'être assez pointu sur le début, parce qu'en fait, il faut quand même créer l'awareness sur les bailleurs, sur les acheteurs primaires. Et puis ensuite, on va étendre un peu plus. Et puis, en fait, normalement, on supporte aussi cette exécution par de la couverture presse. OK. Ou en tout cas par de la couverture, on va dire, thought leadership, qui n'est pas forcément de la presse tout le temps, mais qui est plutôt la volonté de faire incarner Dataiku par des acteurs locaux plus que par un fondateur ou le chef de la R&D à Paris. Parce qu'en fait, je pense que ça, c'est pas scalable. Donc, il faut arriver à se créer ces espèces voilà, ces personnes qui sont très attachées au projet, mais qui vont être des porteurs de voix. Oui, donc via RP, partenariat, etc. Partenariat. Et puis après, on a des leaders qui sont très social media ready et avec lesquels juste on accélère et on supporte. Et puis on en a qui sont moins, donc il faut les former. Et puis voilà, c'est un exercice récurrent. OK. Génial. Et donc, entre le moment où tu es arrivé chez Dataiku et aujourd'hui, comment est-ce qu'elle a évolué, cette équipe marketing ? En fait, je pense que comme je te le disais au tout début, il y a eu une volonté au fur et à mesure de rationaliser, donc d'être beaucoup plus en contrôle sur nos programmes centraux, plus en contrôle sur notre messaging. Donc en fait, c'est une structure qui, même si elle a toujours été forte en région, en fait, que j'ai voulu renforcer en fait sur la partie centrale. Oui. Donc l'équipe contenu, l'équipe PMM qui est très importante pour des éditeurs de logiciels comme nous. L'équipe de communication, tout ça, c'est des choses qui ont pris de l'importance, et de retrouver une balance retour terrain, agilité terrain et stratégie d'entreprise. Ça a été tout l'objet des dernières années, en fait, des 2 ou 3 dernières années. Ok. Et pour parler plus vraiment de ton day-to-day avec ton équipe, aujourd'hui, comment ça se passe ? Parce que du coup, tu as des équipes sur place à Paris, une partie de l'équipe
à l'international. J'imagine en plus il y a des sujets de fuseau horaire. Oui. Comment aujourd'hui tu gères ton équipe? Comment tu t'assures que tout le monde aille dans le bon sens, que vous soyez les plus Alors performants déjà, je les possible? ai bien choisis. Ça aide. Non, après, je pense qu'effectivement, il y a aussi de la qualité. Enfin, après, on les choisit bien ou on a de la chance, ou etc. Mais en tout cas, moi, je suis plutôt très, très bien entourée. Ok. J'ai finalement assez peu de personnes sur Paris, hein. J'ai beaucoup de gens aux États-Unis qui sont importants dans notre setup. Donc j'ai très concrètement, hein, j'ai en fait mes structures centrales qui sont incarnées par un directeur ou un VP. Ok. Qui sont sur mes fonctions centrales. Et puis après, j'ai des représentants continentaux. Donc, j'ai quelqu'un qui s'occupe de l'Asie, quelqu'un qui s'occupe de l'Europe et quelqu'un qui s'occupe du continent américain. Et donc, c'est ces gens-là que je vois en day-to-day Ok. dans l'organisation des activités. Ok. Et ça va vous arriver justement en ayant autant de time zones différents, à avoir une cohésion d'équipe. Oui, Après, alors, vous êtes, c'est pas vous êtes facile. 50-55, tu Non, me disais. Donc, oui, c'est ça. C'est pas simple, mais je pense que tout ça, c'est des problématiques de cadencement. C'est-à-dire que c'est pareil, on crée des habitudes. Oui. Il se trouve qu'être en Europe, c'est pas le pire, d'avoir une structure centrale qui est un peu européenne. Après, est-ce que je peux te garantir que l'Asie est toujours présent? Pas forcément, mais finalement, dans l'Asie qu'on est en train de développer, avoir des objets qui sont un peu différents, c'est pas complètement débile non plus. Donc ça se tient. Alors après, où on en sera dans 2 ans, je sais pas. On fera évoluer l'objet. Mais effectivement, on a quand même un barycentre d'influence et d'exécution qui est très sur les États-Unis et sur l'Europe. Donc c'est plutôt ça qui est premier dans l'organisation. Et puis l'Asie, en fait, elle bénéficie. Maintenant, il y a 12 000 manières de partager, d'échanger. Donc on a des messageries, des endroits communs, etc. Donc oui, je pense que ça se passe. Après, faut leur demander à eux. c'est ça. Voilà, On ira les exactement. voir en off. On peut envoyer une petite survey pour voir si ça marche ou pas. C'est ça. Est-ce qu'il y a des routines aussi que tu as mis en place avec l'équipe, des points Oui, on a des points. Enfin, oui. Ouais. Alors la routine, c'est critique. Donc, Ok. en fait, j'ai effectivement la réunion du lundi. On a des réunions groupe étendues toutes les 2 semaines avec toute l'équipe. Donc, pas en physique, bien entendu. Et puis après, moi, j'ai des one-on-one avec la quasi-totalité de mes premières lignes. Et puis après, on a des projets communs. Donc, Ok. en fait, c'est bien les one-on-one, mais le vrai sujet, c'est de faire collaborer les gens sur des objets, sur des initiatives. Et c'est là que se fait la vraie collaboration, en fait. Et d'ailleurs, collaboration, comment ça se passe avec les autres équipes? Je pense particulièrement aux commerciaux. Vous avez une bonne relation ensemble? Est-ce que Oui, pareil, oui. vous avez mis des routines aussi, j'imagine? Alors, je pense que si je suis encore là, c'est que ça s'est bien passé. Tout à fait. Depuis le début. Mais oui, en fait, après, là, on parle du marketing autant que marketing. Je pense que moi, comme la quasi-totalité de mes premières lignes, on passe plus de temps à travailler en fait sur nos collaborateurs de structure, donc avec les équipes de BDR, les équipes de vente, avec des objets qui sont aussi bien sur ce lead process que sur de la compte-based marketing. Je n'aime pas le mot, mais en tout cas sur des accompagnements spécifiques pour des comptes spécifiques. La structure de la boîte et de son chiffre d'affaires fait qu'on a maintenant aussi beaucoup de clients existants sur lesquels on a des problématiques qui ne sont pas forcément des problématiques de génération, de pipeline et d'opportunités, mais si pour de l'upsell, pour de la rétention. Et donc en fait, cette connexion-là, elle se fait aussi bien à l'échelle des régions qu'à l'échelle au-dessus. Ok. Et après, parce que là, on parle des ventes souvent, parce que les marketeurs parlent souvent des ventes. Mais je trouve que ce qui est intéressant dans des boîtes technologiques comme les nôtres, c'est le triptyque. Hein. C'est le produit, le marketing et le go-to-market. Et ça, c'est pareil. Ça a toujours été pas simple, mais en tout cas excitant, énergisant, avec effectivement du produit qui évolue tellement souvent que ça force une agilité d'exécution marketing et go-to-market qui est à la fois effrayante, mais terriblement excitante et qui est
pour revenir à ma problématique de différenciation, c'est-à-dire que moi, j'ai besoin d'être dans une hyper-agilité perpétuelle pour Ok. continuer Oui. à pousser un message sur un marché qui est aussi occupé Oui. Ouais, ouais. par d'autres voies. Et ça, du coup, les 3 équipes ont toujours travaillé en main dans la main. Oui, main dans la Du coup, main, tu parlais après. d'une équipe Oui. PMM pour le produit. J'imagine que tu as une équipe demand gen, acquisition avec les sales, beaucoup. Oui, c'est ça. Mm. Alors, tout le monde ne travaille pas avec tout le monde. Ouais. Mais effectivement, je pense que pour revenir à pourquoi est-ce que ça s'est bien passé, c'est qu'en fait, on a toujours pensé que on vivait dans un écosystème. Et donc, pour revenir au rôle du marketing, qui est un rôle de cadencement, de glue, moi j'aime bien le mot glue parce qu'effectivement, c'est des moments où on recrée de la connexion. Bah, il fallait que finalement, sur l'intégralité de l'entreprise, il y ait une volonté d'être en collaboration perpétuelle. Tu me posais la question des types héroïstes. Moi, je n'ai pas un type héroïste, mais par contre, je ne peux pas monter une opération si je n'ai pas un alignement complètement réel et sur l'intégralité de ma chaîne de valeur. Mm. Et à l'échelle d'une boîte comme la nôtre, c'est ça le sujet. C'est-à-dire, c'est quoi l'effort résiduel qui n'est pas forcément naturel, mais qu'on doit faire sur chaque engagement qu'on va faire pour en faire un objet qui est compris par l'intégralité de la chaîne de valeur. J'ai des routines qui sont aussi bien celles qui sont portées par mes équipes que celles qui sont portées par l'organisation. Mais effectivement, le lundi, c'est le point de rencontre de toutes mes équipes. Et donc, c'est un moment où on travaille à la fois sur des sujets long terme, mais aussi sur le règlement de ce qui va se passer dans la semaine, pour être sûr qu'on est bien aligné. Voilà, puis après, je sais pas si je suis très organisée, mais effectivement, j'ai mes points. Je me force à avoir ces points de contact avec tous mes intervenants de manière régulière. Et c'est ça qui va construire en fait le sujet. Et après, je pense qu'on a l'année. C'est marrant parce qu'il y a la routine de la semaine et puis il y a des moments de l'année qui sont aussi différents. Et je pense qu'on a plus des moments différents en fonction des saisons et en fonction de l'alignement avec les SKU, enfin en tout cas avec les cycles de vente. Donc avec effectivement un Q4 qui est plutôt centré budget, préparation, travail sur les objectifs, mais avec en même temps un très gros quarter pour nous en termes de signature, donc avec cette espèce je pense que c'est un vrai sujet de marketeur aussi, c'est-à-dire qu'on travaille sur des temps qui sont très très différents, avec du très très court terme comme du très très long terme tout le temps, en permanence, ce qui est un peu le problème. Voilà. Et puis avec effectivement une première saison qui est la saison d'hiver, où là on engage l'intégralité de nos programmes. Je pense que l'exécution sur le deuxième trimestre, elle est hyper importante. C'est un des trimestres qui est les plus importants, aussi bien en termes d'activité, en termes même en termes de disponibilité, en fait, parce qu'en fait, on s'aligne avec les cycles de vente et d'achat de nos clients. Donc voilà, c'est plutôt, j'ai plutôt l'impression j'ai des différences en fonction de l'année que des différences au niveau de la semaine. Ok. Voilà. Ok. Hyper intéressant. Donc et du coup, il y a c'est quoi la saisonnalité de Dataiku justement sur l'année? Alors, je pense que comme tous les éditeurs de logiciels, on a un dernier trimestre qui est hyper important, et puis on a un troisième trimestre qui est toujours un petit peu en dessous par rapport aux autres. Mais tout ça est plutôt compris et plutôt assumé en fait dans ces moments-là. Ok. Voilà. Et sur toi, ton organisation aussi, du coup, aujourd'hui, c'est quoi tes grandes missions en tant que CMO de Dataiku? Alors, toujours acquisition de nouveaux clients. Ok. Donc, on va mettre celui-ci en premier parce qu'il est important. Et je pense qu'effectivement, pour des boîtes comme Dataiku qui sont sur des marchés qui sont volubiles, où il y a beaucoup de voix, beaucoup de choses qui se passent, beaucoup d'innovations, en fait, faire en sorte que Dataiku reste un leader d'opinion, ou en tout cas un leader d'innovation sur un objet d'achat qui est en devenir. Donc en fait, on a
tous les objets autour du quadrant, du Magic Quadrant du Gartner, qui sont nous, on a la chance d'être leader et puis d'être très bon sur la completeness of vision, ce qui est extraordinaire pour des boîtes comme nous. Et ben, en fait, tout l'objet, c'est de continuer à garder cette position et d'être sûr que en fait, le marketing et la com sont aussi des canaux d'exposition de ce leadership, en fait. Ok. Vous êtes un outil, du coup, où il y a beaucoup d'IA. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez aussi automatisées, des tâches, des projets que vous avez automatisés avec l'IA? Alors, oui, mais je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'on a du Dataiku partout. Donc oui, nous, on utilise nos propres logiciels et nos propres savoir-faire. Oui. Donc j'en ai à peu près partout sur mon lead process, sur de l'emailing, etc. Ça fait partie de notre travail est en train de changer. Donc on a la chance d'avoir cette espèce de cœur data qui est très ancré dans la boîte. Mais effectivement, on met de l'IA partout. Ouais. Partout où on peut. Et donc moi, et donc ça fait partie aussi des missions des leaders de marketing, c'est-à-dire finalement d'enclencher dans l'esprit de tous nos marketeurs cet objet d'IA générative, non pas comme quelque chose qui va se rajouter, mais comme quelque chose qui va être au cœur en fait de notre métier. Oui. Qui va pas les remplacer, mais qui va mais ils vont piloter des IA, et ils vont piloter des agents très très vite. Ils en pilotent déjà en fait sans le savoir. Donc, et je pense que dans mon dans mon pilier d'optimisation, ça fait tout à fait partie de ce sujet-là. Ok. Voilà. Et aujourd'hui, est-ce que tu as une utilisation de l'IA que tu utilises le plus souvent? Est-ce que c'est peut-être la data, j'imagine? Non, après, oui, j'en ai sur la data, bien sûr. Ouais. Et puis après, on a des objets de création de mail, des objets d'accompagnement, des objets, tout ça, c'est... Je dis pas qu'on est les meilleurs parce que souvent, on est les moins, on le fait mieux chez nos clients. Ouais, cordonnier mal chaussé, classique, oui, quoi. Mais oui, il y en a partout. Est-ce que aujourd'hui, il y a des ressources particulières que toi, tu lis, regardes, écoutes, des communautés dont tu fais partie pour rester on top des sujets marketing? C'est quoi tes ressources un peu préférées? Voilà, moi, je lis tout. Je te regarde, bien sûr. Ah, merci. Non, je pense comme tout le monde, je regarde quel blog, je regarde voilà, tous ces objets de transformation marketing. Okay. Je regarde des gens qui disent des trucs compliqués, qui disent des trucs pas très faciles à entendre, mais parce qu'en fait, ça fait partie de l'objet. Donc, je me renseigne. Ok. Voilà. Beaucoup d'international, du coup, beaucoup d'international, ouais, beaucoup aux États-Unis. J'aime beaucoup je pense que le sujet des ops ou des marketing ops aujourd'hui, c'est incroyablement riche. Tout à fait. Ouais. Incroyablement complexe. Ça va complètement dévisser notre manière d'exécuter. Donc moi, je suis bien entourée, mais effectivement, je trouve qu'il y a plein de choses qui sont en train de se jouer là, et c'est super intéressant. Ouais, c'est vrai que le job de marketing ops, là, moi, je viens de rejoindre une communauté ops très 360, business ops, etc. Et c'est vrai que c'est des métiers que je trouve absolument passionnants. Couplé à l'IA, ça va être complètement fou. Je pense que ça va être magique. Ouais. Mais il faut y aller. C'est ça. Jeunes étudiants, si vous cherchez un taf d'avenir, marketing ops. Non, mais marketing ops, c'est vraiment... moi, je trouve ça super. Mais en fait, les ops, à partir du moment où la data est là, la capacité de calcul, elle est là, les algorithmes sont là, on va commencer à toucher des trucs qui sont incroyables. Alors, ça ne réduira pas la complexité d'exécution, ça ne réduira pas plein de choses qui sont en fait importantes. Oui. Mais je trouve que ça redonnera aussi au marketing quelque chose qui est un peu... Parce qu'on est un peu des mécanos, quoi, en day-to-day. Oui. Et donc, comme l'IA va changer la manière de fonctionner de plein de gens, je pense que ça va aussi nous permettre, nous, en tant que marketeurs, de revenir sur le sens, sur ce qu'on a envie de dire, sur comment est-ce qu'on veut le dire, sur notre intention, qui va être critique. Parce que finalement, quand tout sera IA et quand l'IA sera complètement commoditisée, comme ils disent, l'américain commoditized, la vraie question de savoir comment est-ce qu'on fera la différence, ça va se reposer dans l'intention première. Oui. Et je trouve que ça c'est super parce que ça va recréer
un métier qui ne sera pas bloqué par l'outil, Oui. mais qui sera révélé en fait par les agents. Ouais. J'ai déjà tellement hâte de voir. Tu sais, déjà, quand je vois l'évolution du terme de grosse marketing, déjà en 5 ans, comment ça a explosé. L'IA, tu regardes, il y a déjà 2 ans, c'était pas du tout ce qu'on est aujourd'hui. J'ai hâte de voir l'évolution. Oui, puis après, il y aura de l'IA partout. En tout cas, nous, c'est notre conviction. C'est-à-dire qu'il va y avoir de l'IA à peu près partout, dans tous les objets, mais ça peut être aussi de l'IA que tout le monde aura. Et donc, la vraie question qu'on doit se poser, même quand on est dans une entreprise, c'est quelle est ce que nous, on appelle l'IA différenciée, c'est-à-dire celle qui va finalement renforcer la différenciation de l'entreprise, plutôt que celle qui sera disponible dans tous les objets divers et variés qui seront à mis à disposition. Et dans ces cas-là, ça devient un objet qui est passionnant, parce qu'on va pouvoir réincarner nos cœurs métiers, aller rechercher des choses qui sont vraiment importantes pour la boîte, au lieu de faire des petits trucs à droite à gauche. Oui, se disperser, on va être beaucoup plus c'est ce que nous, en tout cas, là, je parle plutôt pour mon magasin, mais effectivement, nous, on y croit beaucoup et on voit beaucoup d'entreprises qui sont en train de faire ce chemin. C'est-à-dire que, vu que l'IA est partout, la vraie question qu'on doit se poser, c'est à quel moment je crée ma propre IA, qui est celle qui va m'accompagner dans ma différenciation future. Et ça, c'est compliqué, mais c'est passionnant, et surtout, ça s'appuie sur les ressources vives de l'entreprise et pas sur des ressources qui sont externes. Génial. Tellement passionnant, et de voir que, en plus, c'est génial de pouvoir être dans une boîte qui a autant l'IA au cœur de sa réflexion aussi. Donc, oui, tous les jours, c'est pas si simple. Mais ça bouge vite. Ça bouge très, très vite. Voilà. Je voudrais finir cet épisode avec 2 questions un peu plus ouvertes. La première, tu as dû le voir, je suis très intéressée par tout ce qui est ROI. C'est quoi ton astuce la plus héroïste, quelque chose qui payait pas de mine au début et qui finalement a eu un impact de malade en termes de business, de performance? J'aimerais bien l'avoir, celle-là. Je sais pas si moi, je vais revenir plutôt à ce que je t'ai dit, c'est que je pense que dans mon business, ou en tout cas dans notre mode de vente, la vraie différence se fait sur l'alignement de l'intégralité du cycle. Ouais. Et que donc, à partir du moment où, quand on crée quelque chose, il est compris, engagé et supporté, et ben, en fait, les ROI sont beaucoup plus importants. Après, en day-to-day, je pourrais demander à chacune de mes équipes d'avoir leurs petits tips and tricks, mais je ne sais pas si moi, je suis capable d'avoir un avis au-delà de parce qu'effectivement, là, moi, je touche plus au day-to-day. Mais non, oui, je pense que c'est ça. Non, définitivement. Nous, c'est hyper important. Oui, c'est vrai qu'on sous-estime beaucoup, en fait. On pense marketing. OK, on a compris qu'il y avait les personas, on a compris qu'il y avait la vision, mais cet alignement en interne de toutes les équipes et du cycle de vente connu, etc., c'est vrai que, mine de rien, c'est une astuce oui, ça marche, et c'est dur. Hyper... qui n'est pas facile, mais qui fait la diff véritablement. Oui, complètement. En tout cas, moi, je pense que c'est le truc auquel je suis le plus attachée, ce qui fait que je pense que mes équipes ne sont pas toujours ravies, mais dans l'absolu, j'encourage en fait tout type de projet d'être des projets qui sont des projets cross-discipline, où finalement on associe beaucoup de gens dans l'organisation de l'initiative, parce que finalement c'est celles qui ont le plus de chances d'être des top performeuses. Dès que j'ai des brainstorming avec que des marketing, je suis pas super ravie. Ouais, voilà. Tu essayes d'intégrer au moins une ou deux personnes. Il faut qu'il y ait de l'externalité, en fait, parce qu'en fait, quand on est gros, même comme Dataiku, on peut avoir suffisamment de temps pour le passer que avec des gens qui font du marketing. Et ça, c'est un danger réel. Je pense que dans la logique de l'IA générative qui va accélérer la problématique d'intention, le vrai sujet, c'est d'avoir des marketeurs qui sont sur le terrain, qui connaissent les histoires de leurs clients, qui connaissent les histoires de vente, qui connaissent les histoires de valeur. Et ça, alors je pense que c'est finalement au cœur de
du start-up à scale-up. Mm. Et puis, c'est la problématique de la rationalisation. Oui. Et donc, il faut en être hyper conscient. Et il faut finalement trouver des gens qui ont cet appétit et lui donner des opportunités, en fait, de les mettre en musique. Ok. Merci pour cette astuce. Voilà. Suivez-la. C'est une très bonne astuce, je la confirme, je l'ai faite aussi. C'est game changer. Et dernière question que j'avais pour toi. Tu es aujourd'hui CMO d'une licorne. Qu'est-ce qui, d'après toi, dans ton parcours, dans ta manière d'être, qui fait que, dans tes routines, qu'est-ce qui fait que tu es top performer? Qu'est-ce qui fait que toi, tu es là aujourd'hui à mon micro et à la tête du marketing? Faudrait que je demande à mon CEO. Alors, je pense qu'il y a moi, j'adore mon sujet. Ok. Donc, et je suis passionnée pas par la technologie et par l'impact. Donc, je pense qu'il y a une espèce d'incarnation qui fait qu'en fait, je suis jamais ennuyée. J'ai toujours un nouveau truc, une nouvelle histoire, un nouvel objet, un nouvel axe de réflexion, un nouveau partenaire. Il y a toujours des... Et donc ça, je trouve que ça... En tout cas, moi, ça me rend peut-être plus entière que si je ne croyais pas à ce que j'étais en train de faire. Oui. Je pense que c'est je pense que je crois à la consistance. Mm-hmm. C'est-à-dire que c'est difficile. Le marketing, c'est quand même du long terme, même si on aimerait bien que ce soit du très court terme et qu'on mette un sou dans la machine et que ça revienne. Je pense que j'ai essayé de construire dans une logique de long terme et de réplication. C'est-à-dire de s'assurer que j'étais cohérente. J'étais au sens entreprise, bien entendu, parce que je ne suis pas du tout cohérente en général. Ouais, il doit y en avoir un peu pour être là où tu es aujourd'hui. Voilà. Et je trouve que donc, être cohérent, c'est pas être cohérent seul. C'est finalement être capable de porter cette cohérence à l'échelle d'un groupe ou d'un département. Et en fait, cette cohérence et cette consistance, je trouve que ça permet de mettre le marketing à un endroit, de comprendre ce que ça va faire, d'être en force de proposition avec de la confiance ou être en opposition à quelque chose auquel on ne croit pas. Mais on ne peut pas jouer sur un objet qui est trop instable. Ouais. Et je pense que le troisième, c'est que moi, je sais... Enfin, en tout cas, j'ai de super équipes. Donc, ouais. Et pas que autour de moi, hein, mais je pense qu'il y a une grosse partie de mon succès qui est aussi liée au fait que je suis dans une boîte qui a un produit qui est dingue, sur un marché qui est incroyable, avec un CEO qui est top, parce qu'il il a une vision, avec un CTO qui est incroyable. Enfin, tout ça... Ouais, très très bien entouré en fait. Oui, en fait, on n'est que le produit. Et en tout cas, moi, je me vois un peu comme ça. Je ne suis en fait que le produit d'un groupe ou la somme de tous. Et donc, je joue mon rôle dans ce groupe-là. Et j'essaye d'avoir mes équipes qui sont avec moi dans cet objet-là. Génial. Merci beaucoup, Carole. De rien, c'est un plaisir. C'était trop cool de te recevoir. On se retrouve très vite. Très bientôt. Bye bye. Bye bye.